Dépôt du projet de loi pour interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans. On lance vraiment un cri du cœur au Parti conservateur de faire la bonne chose, d'appuyer ce projet de loi. Le Parti conservateur du Québec va-t-il se rallier? Également, ce soir, 3 meurtres en moins de 72 heures dans le Grand Montréal. Et je vous confirme, les policiers vont être très présents, très visibles. Là, on va s'assurer qu'ils ont les bons outils. Est-ce que l'été s'annonce chaud sur le plan de la criminalité? Et Cuba encore plus isolé. Des transporteurs canadiens suspendent leur vol indéfiniment vers l'île des Caraïbes. Il est 22 heures, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde. Ce soir, les parents de Zachary Miron espèrent que leur message sera entendu. Ils étaient à l'Assemblée nationale à Québec aujourd'hui pour le dépôt du projet de loi visant l'interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Leur fils de 15 ans est mort après avoir bu un Red Bull en 2024. Le Parti conservateur était le seul à ne pas appuyer le projet de loi, mais finalement, il aurait obtenu du gouvernement des consultations à venir. Lily Mercure. La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a déposé vendredi son projet de loi Zachary Miron. L'adolescent de 15 ans est décédé à l'hiver 2024 à la suite d'une interaction entre une Red Bull et des médicaments pour le TDAH. On contient nos émotions, vraiment. Là, pour nous autres, ça représente beaucoup. C'est le fruit d'une mobilisation sans précédent, là. Puis de voir aussi que les députés... Ils sont... Tout le monde derrière nous. Nous avons mis de côté nos différences politiques, pour nous concentrer sur un objectif commun, soit la protection de la santé et du bien-être de nos jeunes. Tous les partis politiques se sont prononcés en faveur du projet de loi, sauf le Parti conservateur qui trouve que c'est trop précipité. Et ce qu'on a réitéré tous ensemble, c'est de dire comment on peut trouver une voie de passage où ce projet de loi-là peut être adopté rapidement. On est à l'externat Sacré-Cœur, à Rosemère. C'est l'école que Zachary Miron fréquentait. Et le directeur ici s'est beaucoup impliqué dans la mobilisation pour interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans. Des grandes pensées qui sont dirigées vers les parents de Zachary qui portent en fait ce message-là de protection des jeunes depuis plusieurs mois. Transformer un deuil profond en quelque chose d'encore plus grand pour la santé et le bien-être de l'ensemble des jeunes Québécois. Dans les dernières semaines, l'Ordre des pharmaciens du Québec avait recommandé le retrait des boissons énergisantes des tablettes des pharmacies. La chaîne Family Prix avait suivi la recommandation. La cohérence, c'est que tu peux pas d'un côté de la pharmacie renseigner les gens, leur donner des conseils, des précautions par rapport à une interaction entre un psychostimulant puis la caféine qui est contenue dans une boisson énergisante, et à l'autre bout de la pharmacie, vendre de la boisson énergisante. Notre garçon est toujours avec nous, pareil, dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos moments. T'sais. On va porter sa mission, notre mission jusqu'au bout. Si le projet de loi est adopté, l'interdiction doit entrer en vigueur 6 mois après la sanction pour laisser le temps à l'industrie et aux commerçants de s'adapter. À Montréal, Lily Mercure, pour Nouveau Info. On poursuit la discussion avec notre collaboratrice Antonine Iaccarini. Bonsoir, Antonine. Claude. On est les deux des mamans. C'est difficile de rester insensible à cette mission-là des parents de Zachary, là. Oui, puis il faut saluer leur courage. Je les regardais aujourd'hui à l'Assemblée nationale faire des conférences de presse, des mails de presse, répondre aux questions de la presse parlementaire, s'adresser aux différents politiciens. Ça prend énormément de courage. On sent qu'ils veulent donner un sens à l'insensé, à la mort de leur fils Zachary. Et espérons que ça fasse bouger les parlementaires, bien sûr. Le Parti conservateur du Québec, c'est le seul parti qui s'est opposé au projet de loi, demandait des consultations. Bon, semblerait qu'il s'est entendu avec la ministre de la Santé pour aller de l'avant avec des consultations. Est-ce que le Parti conservateur doit absolument se rallier aux autres? De dire ça va très rapidement, on veut être sûr d'avoir toutes les informations, c'est légitime. Mais on voyait tellement que le PCQ avait parlé d'abord à l'industrie. Il y avait les arguments de l'industrie. Et on a vu, là, une fois que Maïté Blanchette-Vézina a rencontré la famille, le ton a changé. Donc, je pense que c'était un énorme faux pas du Parti conservateur du Québec. C'est un enjeu qui touche tellement de monde. T'sais. Évidemment, on peut commencer à parler du processus parlementaire, puis de se plaindre de la manière dont
dont ça se décline. On peut aussi parler aux gens qui trouvent que tout est interdit puis qu'on n'a plus le droit de rien faire. Mais je pense qu'il y a pas mal plus de parents au Québec qui sont préoccupés par la santé de leurs adolescents et la manière très facile dont on peut se procurer ces boissons-là. Et toute cette histoire-là va au moins avoir appris à tout le monde cette histoire d'interaction entre la médication contre le TDAH et ces boissons-là. C'était pas connu. Et ça, c'est vraiment un travail des journalistes, mais aussi des parents de Zachary Miron qui ont vraiment fait œuvre utile en nous donnant ces informations-là dans les dernières semaines. Antonine, j'aimerais aussi t'entendre sur le dossier santé numérique. Après un mois, la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, qui se montre rassurante. Elle dit, bon, il y a des ajustements à faire, mais il y a quand même des médecins qui sonnent l'alarme. Il y a eu des erreurs dans les médicaments, des traitements de chimio retardés. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la CAQ? Oui, puis la CAQ n'a pas une très grande marge de manœuvre ces temps-ci, là, dans le cœur des Québécois. On sait, c'est pas facile de remonter la pente. On le savait qu'il y aurait des ratés, mais quand c'est nous, le patient, là, dont le dossier est retardé, le traitement, le diagnostic est retardé, ça pose beaucoup d'inquiétudes. Par contre, on peut se dire que quand c'était l'époque du fax, probablement aussi qu'il y en avait là, des choses qui tombaient dans la craque. Donc, ce qu'on va espérer, c'est que les ratés soient corrigés très, très, très rapidement et qu'on ait un système qui soit plus efficace une fois informatisé et une fois que le fax sera sorti de notre système de santé. Peut-être un petit mot sur le Conseil général du Parti libéral du Québec en fin de semaine. À chaque fois qu'on surveille quoi, assez rapidement? Bien, on va surveiller notamment les prises de position de Charles Milliard. On ne connaît pas beaucoup encore. C'est pas toujours clair, ces prises de position. Ça va bien du côté des candidatures pour le Parti libéral. Les troupes semblent de bonne humeur, mais maintenant, il faut savoir c'est quoi l'offre politique du Parti libéral pour que les électeurs puissent faire leur choix à l'automne prochain. Merci beaucoup, Antonine. Bon week-end. Bonne fin de semaine. Le Grand Montréal a été secoué par 3 meurtres en autant de jours cette semaine. Mardi, un homme de 22 ans a été poignardé dans un Walmart de Montréal-Nord. 4 jeunes de 15 ans ont été arrêtés. Mercredi, un autre homme de 22 ans tué par balle dans un parc du quartier Villeray. Et jeudi, un individu de 33 ans lui aussi été tué par arme à feu dans un quartier résidentiel de Laval. On fait le point avec la criminologue Maria Mourani. Bonsoir, Madame Mourani. Bonsoir. Est-ce que les citoyens ont raison d'être préoccupés? Écoutez, c'est sûr que lorsque ça se passe dans notre quartier, dans le parc qu'on fréquente, on peut être inquiet, puis c'est légitime. Maintenant, il faut quand même relativer, parce que lorsqu'on regarde les meurtres commis à Montréal, on voit et même à Laval, on voit quand même qu'il y a une baisse comparativement à l'année dernière, par exemple. Mais je comprends que les gens puissent être inquiets, surtout lorsque ça se passe dans notre quartier, dans notre coin, tout simplement. Là. Donc, c'est tout à fait normal. Et je pense qu'il y a un travail à faire au niveau du sentiment de sécurité de la population. Qu'est-ce qui vous marque surtout dans ces 3 événements? En fait, il faut faire attention. Il y a certains des 2 de ces meurtres-là, selon les informations que j'ai, qui pourraient être reliés à des conflits à l'intérieur de groupes criminels. Donc ça, c'est une chose. Et celui du Walmart, par exemple, on comprend pas trop, on sait pas trop. On sait que c'est des mineurs, quand même des jeunes de 15 ans, donc qui sembleraient avoir des couteaux. Donc on peut supposer qu'il y a un conflit qui a dégénéré à l'intérieur du Walmart. Donc on n'est pas dans le même style d'analyse là. D'un côté, on parle de conflits dans des groupes criminels et de l'autre, des jeunes dans une situation qui dégénère. Ouais, donc, et ça, on le voit de plus en plus. Et ce qu'on constate, c'est que on a des jeunes qui vont se retrouver dans des conflits et de plus en plus, on voit des couteaux. Chose qu'on ne voyait pas avant. C'était plus les poings qu'on utilisait pour les batailles. Là, maintenant, on voit de plus en plus des couteaux avec des mineurs. Ouais. Avec des crimes possiblement donc commis par des mineurs, crimes très violents. J'aimerais quand même vous entendre sur le fait qu'il pourrait y avoir des liens, entre autres, entre le meurtre de Laval et un autre au pénitencier de Donnacona. Est-ce que ça pourrait entraîner, si c'est le cas, d'autres règlements de compte? Oui, parce que ce qu'on constate, c'est qu'il y a un conflit entre 2 groupes, 2 gangs qu'on connaît à Montréal. Là, je les nommerai pas pour pas leur faire de la publicité. C'est plusieurs membres et dirigeants de ces groupes-là sont incarcérés, soit dans des établissements provinciaux, soit au pénitencier de Donnacona. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des conflits entre ces groupes-là et leurs alliés. Donc, en fait, on a 3
3 gangs qui sont en conflit. 2 sont des alliés, puis un autre est un adversaire. Donc, c'est sûr que ce conflit-là n'est pas réglé. Et donc, lorsqu'il y a un des membres qui est soit tué, soit agressé dans les pénitenciers ou dans les établissements carcéraux provinciaux, ben, ça a un impact à l'extérieur et vice-versa. Oui, malheureusement. On va continuer de suivre ça. Merci beaucoup, Maria Mourani, criminologue. Bon week-end. Avec plaisir. Au revoir. Sur la scène internationale maintenant, c'est un autre coup dur pour Cuba. Sunwing, Air Canada et Air Transat ont décidé de suspendre pour une durée indéterminée leur vol à destination de l'île des Caraïbes. Bien sûr, tout ça, ça risque d'amplifier la crise humanitaire là-bas. Sabrina Rivet. Bien, la reprise des vols pour ces compagnies aériennes était prévue en fait pour l'automne. On parlait des dates entre le 10 octobre et le 1er novembre, mais là, en raison notamment de la situation géopolitique, eh bien, ces entreprises ont décidé d'annuler pour l'instant leur vol vers la destination Soleil. On sait qu'il y a une grave pénurie de carburant pour ce qui est de l'aviation, donc une grave crise qui secoue Cuba. Et là, dans un courriel que m'a envoyé Transat, eh bien, l'entreprise me mentionne: nous agissons maintenant de manière proactive en ajustant notre programme hivernale afin de redéployer cette capacité ailleurs dans notre réseau et de proposer à notre clientèle d'autres options de voyage. Et bien sûr, ce qu'ils m'ont mentionné, c'est qu'ils allaient communiquer directement avec les clients dont le voyage est touché pour leur présenter différentes options qui s'offrent à eux. Alors, ça se passe depuis le mois de février, les différentes compagnies aériennes qui avaient annoncé suspendre leur vol vers Cuba. Comme je le disais, il y a déjà eu plusieurs dates de reprise, mais là, on ne le sait pas. C'est suspendu de manière indéterminée. Il y a quand même le Conseil tourisme de Cuba au Canada qui réitère sur son site web que les Canadiens qui souhaitent se rendre sur l'île peuvent faire des correspondances via notamment les États-Unis, le Mexique et le Panama. Mais je tiens à dire que le gouvernement du Canada conseille aux Canadiens d'éviter tout voyage non essentiel du côté de Cuba. Et bien sûr, cette nouvelle survient alors qu'on a appris cette semaine qu'il y a plusieurs chaînes hôtelières qui ont décidé de cesser leur activité à Cuba. C'est le cas notamment d'Iberostar et de Melia. Si on n'a pas vraiment d'hôtel, si on réduit la capacité hôtelière à Cuba, ça va affecter vraiment le marché et la demande pour des sièges. C'est pas surprenant. Air Canada et les autres transporteurs ont décidé de réduire ou d'annuler leur service pour un certain moment jusqu'à temps que la situation s'améliore à Cuba d'abord. Pas une surprise, mais c'est de la valeur. C'est de valeur que ça arrive aux Cubains. Bon, simplement dire qu'à partir de demain, les cartes de crédit de débit Visa et Mastercard ne seront plus acceptées à Cuba. Un nouveau rapport sur la consommation responsable se penche sur le comportement des Québécois, peut-être un peu trop porté sur la fast fashion ou la mode éphémère. La suite au retour. Chaque année, des chercheurs de l'UQAM analysent le comportement de la population en matière de consommation responsable. Bien des Québécois pensent avoir de bonnes habitudes. Mais qu'en est-il exactement? Les explications de Lila Mouche. Est-ce que je me trouve éco-responsable? En partie, je pense. J'essaie de... en fait, je boycotte un peu tout ce qui est fast fashion. Je suis végétarien, fait qu'il y a quand même une bonne conscience environnementale à ne pas manger de viande parce que l'industrie de la viande dépense beaucoup d'eau. Mais sinon, j'utilise trop ma voiture en toute franchise. Je ne me considère pas du tout comme éco-responsable. Wow. En début, disons. Le baromètre de la consommation responsable a observé plusieurs domaines. La consommation de nourriture, l'usage des transports en commun, l'énergie ou encore l'habillement. On est une population qui s'est beaucoup améliorée, qui fait beaucoup de gestes et qui ne fait pas juste des petits gestes. C'est souvent des gestes qui sont axés sur l'optimisation parce que qu'est-ce qu'on cherche à faire? On veut garder le plus longtemps possible les objets qu'on possède. On veut essayer de faire en sorte qu'on puisse arriver à trier, recycler, pas trop jeter. C'est quand même des chiffres relativement bien. Mais on est beaucoup moins axé, et c'est normal, sur ce qui se passe en amont, c'est-à-dire sur la production, parce que c'est moins visible pour un consommateur. Soyons honnêtes, le comportement des Québécois est peut-être un petit peu incohérent et le baromètre est clair à ce sujet. 64,8% des gens connaissent mal l'impact réel de leur consommation, alors que 7 personnes sur 10 se disent responsables. Là encore, 54% des sondés cherchent à réduire cet impact. En 15 ans, la connaissance vraiment de l'impact de sa consommation n'a pas vraiment progressé. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire de la plupart des organismes. Il faut apporter la bonne information et de la bonne façon. Est-ce que vous trouvez que les Québécois sont éco-responsables, à votre point de vue?
En fait, sont plus conscientisés. C'est-à-dire que la question d'être responsable dans sa consommation est plus présente. Ça, on le sent, on le voit, les gens se posent plus de questions également. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, je l'ai dit tantôt, moi, le 30 % que les gens jettent, ça m'a un peu surpris. On a beaucoup parlé de la ultra fast fashion, Shein, Temu. On les voit, ces produits à Renaissance, ils sont là aussi, ils sont dans le circuit. Les pourcentages, là, on est à plus de 10 % de la marchandise des fois qu'on reçoit dans certains lieux qui sont Shein et Temu, et on ne peut pas les revendre. Et ils sont des fois moins chers que l'usager. Donc, c'est un enjeu majeur pour la consommation, c'est un enjeu pour le réemploi, mais éventuellement, ça va être un enjeu pour le recyclage parce que les projets de recyclage qu'on fait ne sont pas sur les nouvelles matières qu'ils sont en train de créer. Des gestes qui comptent, il y en a, mais il y a une éco-fatigue. Un tiers de la population en a marre des leçons de morale sur l'environnement. La dernière étape de l'éco-fatigue, c'est la complète lassitude, c'est-à-dire de se dire c'est fini, je pense que ce que je fais ne sert à rien. Et ça, c'est le danger profond, c'est-à-dire qu'on a perdu nos citoyens. Mais c'est difficile dans des contextes politiques, quand on voit que des gouvernements abandonnent certaines pratiques, quand on voit que des entreprises abandonnent certaines pratiques, le consommateur, le citoyen se dit mais pourquoi moi je dois faire plus ? C'est ça qui est difficile. Alors, est-ce que les Québécois sont éco-responsables? Bon, personne n'est parfait, mais il semble qu'on est sur le bon chemin. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Voici les aliments à l'épicerie qui ont le plus augmenté de prix dans la dernière année. En avril 2026, en haut de la liste, on retrouve la viande. Il faudra bien choisir ses morceaux de bœuf parce que le contrefilet a bondi de 35 % pour atteindre une moyenne de 42 $ le kilo. Il y a aussi une hausse de quelques dollars pour le ragoût, les surlonges, les côtes et le bœuf haché. Un autre aliment qui fait mal au portefeuille, c'est le café. Statistique Canada fait sa moyenne pour 340 grammes de café moulu, soit l'équivalent d'un sachet régulier à l'épicerie. Et là, on remarque une hausse d'environ 20 % pour un total de 9,39 $. Et finalement, les fruits et légumes ne sont pas épargnés. Quand on regarde la tomate, on parle d'une hausse d'environ 30 %. On est passé de 4,69 à 6,18 $ le kilo. Et même la banane a légèrement augmenté de prix. Depuis 2017, on restait toujours entre 1,60 et 1,67 $. Mais là, en 2026, on a atteint 1,87 $ le kilo. Et vous, c'est quoi vos trucs pour économiser à l'épicerie? À Saguenay, une étude va se pencher sur la contamination des potagers situés près du complexe Arvida de Rio Tinto. Cette analyse sera faite par le Fonds de recherche du Québec à la demande du groupe Mer au Front. Elle va permettre de déterminer si les émissions atmosphériques de l'aluminerie se transfèrent dans le sol. La présence de 48 métaux comme le plomb ou encore le cadmium sera vérifiée dans les échantillons prélevés. Les résultats du projet de recherche devraient être connus l'hiver prochain. En ce moment, donc, l'équipe est encore sur le terrain pour déployer des capteurs d'air, donc dans à peu près 2 tiers des jardins. On va aussi mettre un capteur d'air qui va rester là pendant 3 mois. À la fin de l'été, donc, on pourra se reparler fin août, début septembre. L'équipe va retourner sur le terrain pour aller chercher les capteurs d'air, collecter les fruits et les légumes que les gens ont fait pousser, prendre des échantillons d'eau et de sol. Et tout ça, ça sera analysé au laboratoire. Donc, on parle au total de plus de 900 échantillons, hein, donc ça va être vraiment énorme. Ce sera intéressant de voir les résultats de cette étude. Maintenant, véloroute, sentiers pédestres et destinations gourmandes, l'Estrie est prisée par les touristes. Le nombre de visiteurs américains est en baisse dans la majorité des régions du Québec, sauf en Estrie, qui a enregistré une hausse de 7,3 % entre mai et septembre l'année passée. Tourisme Canton de l'Est attribue cette hausse à ses campagnes publicitaires ciblées, dont une qui a généré près de 4 millions de visites sur les plateformes web. Maintenant, le taux de chômage a reculé en mai pour s'établir à 6,6 % au pays. 88 000 emplois ont été créés le mois dernier, selon Statistique Canada. Une première hausse significative depuis novembre. Ça s'explique par l'augmentation des personnes qui travaillent à temps plein. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre, une nouvelle vous fait réagir ou encore vous avez une histoire à partager, je vous invite à m'écrire par courriel à l'adresse que vous voyez présentement à l'écran. Salut Raphaël!
Bonsoir, Marie-Claude. Bon, là, on peut dire que la saison des festivals s'est vraiment commencée, entre autres à Montréal avec le Festival Mural. Une vingtaine d'artistes d'art visuel qui sont là pour vous présenter des murales. Il y a des graffiteurs aussi qui sont sur place. Il y a des combats de peinture. Il y a des spectacles également. Ça se passe sur le boulevard Saint-Laurent et c'est jusqu'au 14 juin. Festival Mural. Plusieurs festivals de musique aussi. On commence avec Repentigny pour la 2e édition du Mélo Festival. C'est le plus grand festival de musique à Repentigny, le Mélo Festival. Donc, avec, entre autres, demain, pour conclure ce festival-là, c'est le DJ anglais Elderbrook qui sera là, et notamment artiste de chez nous, Les Louanges, qui va fouler les planches du festival. On l'écoute avec sa toute dernière chanson, Correct. Si t'es correct, moi je suis 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 correct. Loin d'être correct. Ben c'est oui. tellement bon, cette chanson-là. Comme un verre d'oreille. Ben oui. On va l'avoir dans la tête ce soir. Et à Trois-Rivières, on peut danser au son de la musique électro. J'espère qu'on va devoir danser là, Marie-Claude, parce que ça, c'est ton coin. Et le Parc La Violette qui va accueillir des tonnes de DJ pour le festival Sensation. Ça commence à 13h jusqu'à 23h. Il y a aussi des food trucks, des activités complètement gratuites. Donc, Festival Sensation qui se termine demain. Il y a aussi le Festival Western de Trois-Pistoles. Ah, ça, là, c'est parfait pour les amateurs de country avec des compétitions équestres, des tirs de chevaux. Il y a aussi de la danse country, évidemment. Il y a une superbe zone familiale également avec une mini-fermette, avec des tours de poney, du maquillage. Il y a différents jeux. Taureau mécanique. Moi, je veux jamais essayer ça. Tu as essayé ça? Ah non. Non, tu fait ça? Ah oui. Ben oui. Ben oui, mais ça fait longtemps. Une fois que je suis bien ordinaire. Là, tu pourrais le refaire à Trois-Pistoles. En tout cas, c'est une autre histoire. Spectacle également avec Rick Duff et notamment Sarah Dufault qu'on écoute avec son méga succès Baseball. Aujourd'hui, je fais de la musique, puis je trouve que le temps passe trop vite. La fin de semaine, je joue d'un bord. Ça, c'est pas de moi, c'est une phrase à placard. Même si Et en terminant, 2 rendez-vous pour les plus gourmands. Ouais, c'est à Sherbrooke. C'est Sherbrooke t'embouche un coin 13e édition pour les épicuriens, pour ceux qui aiment découvrir des nouvelles saveurs. C'est parfait pour vous, pour rencontrer différents producteurs locaux, différents chefs. Et à Drummondville, c'est le Drummond en bière. Il y a plus de 25 micro-brasseries, de micro-distilleries aussi que vous pouvez rencontrer. Il y a des spectacles. Alors, c'est à ne pas manquer. Ça grouille un peu partout au Québec toute la fin de semaine. Plein d'activités. Merci beaucoup, Raphaël. Bon week-end. Bonne fin de semaine. Une petite nouvelle de sport en terminant, puisque Nick Suzuki et Cole Caulfield ont respectivement remporté les trophées Selke et Lady Byng. Le trophée Selke est remis au meilleur attaquant défensif de la Ligue et le Lady Byng est décerné quant à lui aux joueurs ayant montré le meilleur esprit sportif tout en présentant un niveau de jeu de compétitivité élevé. Alors voilà, c'est complet pour ce bulletin d'information. Donc, toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Et en fin de semaine, on surveille le Conseil général du Parti libéral du Québec à Sherbrooke. Et avis aussi aux amateurs de sciences, le festival Eureka se tient tout le week-end au Parc Jean-Drapeau et à la Biosphère. Bon week-end tout le monde.